Bon alors, j'ai à la fois une job assez facile parce qu'il y a beaucoup de choses super intelligentes qui ont été dites avant, et puis très difficile pour ne pas tomber dans la redite. Mais d'abord, je voudrais à tous vous souhaiter la bienvenue au nom d'Ubisoft. Merci d'être venus. Merci Rémi d'avoir pensé à nous pour ce colloque, et merci Denise et Jean-Pierre d'avoir organisé ça. Merci aussi à mes équipes. Merci Jean-René de nous aider et de nous inspirer là-dedans. On m'a demandé d'expliquer ce que c'est que la forge et ce que ça fait. Et en fait, la forge, c'est avant tout une histoire d'amour. Et puis, je vais essayer de vous raconter un petit peu tout ça, et puis toutes les phases de l'amour. Pourquoi est-ce qu'on fait de la recherche, d'abord, dans un premier temps? On peut se poser la question, quel besoin nous pousse à accumuler des connaissances, des nouvelles connaissances du monde, et puis d'essayer de courir vers une ligne d'arrivée qui ne fait que s'éloigner plus on cherche? C'est l'amour, tout simplement. Puis moi, je suis un ancien physicien, comme le disait Jean-René, et j'ai commencé ma carrière parce que j'ai été inspiré par des nombreux héros qui ont exploré et surtout réinventé le monde. Puis je vais vous parler d'abord de ces héros-là. Aristote, d'abord. Si on regarde nos manières courantes de classifier les disciplines, Aristote en couvre 8. Il y a la biologie, la physique, la métaphysique, la logique, la poétique, la politique, la rhétorique et l'économie. Il a aussi élargi le sens de la philosophie. La philosophie, c'est à la fois la recherche du savoir pour lui-même, ce qu'on fait, l'interrogation sur le monde, mais aussi la science des sciences. Et ça, je trouve ça super intéressant, en fait. Il avait déjà exploré cette idée qu'il fallait regrouper l'ensemble des sciences plutôt que d'essayer de les sectoriser. La vertu éthique, selon Aristote, c'est un équilibre constant entre différents excès. Un homme courageux, c'est quelqu'un qui est ni couard, ni téméraire. Alors que le monde, aujourd'hui, crée des antagonismes entre des conséquences économiques et des conséquences écologiques, alors que la facilité d'accès à l'information de plus en plus tient lieu de vérité, et ça nous dresse souvent les uns contre les autres, est-ce qu'on n'a pas besoin, collectivement, de la sagesse d'un Aristote? Mon deuxième héros, c'est en fait quelqu'un qui était complètement à l'opposé d'Aristote. Galilée. Galilée, c'est le héros de la remise en cause par l'observation rigoureuse. Vous connaissez sans doute l'anecdote. À 19 ans, Galilée a découvert, en chronométrant à l'aide de son pouls, dans la cathédrale de Pise, l'oscillation des lustres de la cathédrale. Et ça lui a inspiré la loi du pendule simple. Il a défendu une physique quantitative, mathématique, contre la physique qualitative d'Aristote. Il s'est opposé aux partisans d'Aristote pour tout ce qui est géocentrisme stable. C'est grâce à lui qu'on sait que le Soleil ne tourne pas autour de la Terre. Les aristotéliciens, à l'époque, pensaient que la glace flotte parce que c'est sa nature, alors que Galilée a démontré qu'elle flotte parce qu'elle est tout simplement plus légère que l'eau. Puis on peut se poser la question, alors que certains se font élire en exploitant des peurs irrationnelles, que des mensonges trouvent de plus en plus d'écho que les faits, est-ce qu'on n'a pas besoin de la rigueur d'un Galilée? Mon prochain héros, c'est quelqu'un qui est connu pour son instabilité. C'est quelqu'un qui est connu pour sa procrastination. En tant qu'artiste, il n'a fait que 20 toiles dans toute sa vie. En tant que scientifique, c'est quelqu'un qui n'a écrit que 7 articles. C'est quelqu'un qui a détruit littéralement plusieurs de ses laboratoires. Est-ce que c'est quelqu'un que vous auriez financé? Est-ce que c'est un doctorant que vous auriez pris dans vos équipes? Et si la réponse est non, vous seriez privé de Léonard de Vinci. En fait, quand on parle de catastrophes et d'échecs, lui considère que c'est d'abord par les échecs et par les erreurs et les catastrophes qu'on trouve la vérité. 2 exemples qui sont assez connus. Le premier, la Seine, un de ses tableaux, une de ses fresques les plus connues, en 1490.
il a décidé d'utiliser contre l'avis de tout le monde une technique qui s'appelle la tempera et qui consiste à prendre des émulsions d'œufs, mais normalement, il faut appliquer ça sur une surface sèche. Lui a décidé de faire ça sur du gypse. Un siècle plus tard, la scène était un tableau pourri au sens premier du terme. En 1503, imaginez la scène, ça se passe à Florence, vous avez d'un côté sur une murale Michel-Ange qui décide de peindre une fresque, et de l'autre côté, vous avez Léonard de Vinci qui décide de peindre une autre fresque. Et Léonard décide d'expérimenter et d'innover en essayant de créer une nouvelle technique pour que la peinture sèche plus vite. Et ça nous a privés de 2 fresques magistrales. Au final, Léonard, c'est un touche-à-tout. Mais quand on y pense, il n'a jamais été expert en rien. Il s'est fié sur l'observation, sur l'intuition. Et ce qu'il a finalement démarqué de ses contemporains, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas été meilleur que le meilleur expert de son siècle, et ce, dans aucun domaine. Mais il a touché à tout. Il a été formé par l'orfèvre et forgeron Verrocchio. Il y a appris la métallurgie, la sculpture, le cuir, mais aussi la chimie, l'algorithmie. Je pense que vous voyez d'où vient l'inspiration de la forge. Et François Ier l'a nommé premier peintre, premier ingénieur et premier architecte du roi, et lui a offert le Clos Lucé en lui disant la phrase qui est écrite ici. Ici, Léonard, tu seras libre de rêver, de penser et de travailler. Et puis, dans un monde qui nous pousse à devenir de plus en plus spécialistes, qui nous pousse à nous enfermer dans nos silos, est-ce qu'on n'a pas besoin du généralisme et du génie intuitif d'un Léonard? Puis mon dernier héros, c'est un spécialiste de la physique nucléaire, du continuum spatio-temporel, d'histoire, des effets du complexe d'Oedipe et d'ampli de guitare, ce qui ne gâche rien. Puis aujourd'hui, alors qu'on est en train d'épuiser les ressources de la planète, que la voiture électrique semble une avenue possible, est-ce qu'on n'a pas vraiment besoin que le doc Emmett Brown existe vraiment? Toutes mes inspirations, vous l'avez vu, viennent de gens qui sont sortis des sentiers battus. Ils ont créé leurs propres outils, souvent interdisciplinaires, pour regarder le monde sous plusieurs facettes différentes. Et s'il y a un domaine qui est très multidisciplinaire, qui rallie les hautes technologies, le domaine des arts, ou aussi les sciences sociales, c'est bien celui des jeux vidéo. Or, comme tout le monde n'est pas nécessairement familier avec le domaine des jeux vidéo, j'ai une courte vidéo qui vous montre à quoi ressemble le type de jeu que fait Ubisoft. Before you, I see a path. Built by friendship and family. Love and loss. War and bloodshed. You were sent by the gods to protect this world. You carry the blade of Leonidas. Act like it. As you write your odyssey across the mountains and the seas, remember, the fate of Greece journeys with you. Qu'est-ce que ça prend pour faire des jeux à grand déploiement comme le fait Ubisoft? Ça requiert des centaines de personnes qui sont réparties dans des douzaines de métiers et travaillent ensemble pendant des années. Des métiers de la programmation, des métiers de l'art, de l'animation, du design, et répartis dans plusieurs studios dans le monde. C'est ce qu'on appelle vraiment de la multidisciplinarité, mais à très grande échelle, à très grand déploiement. Et puis, quand on pense aux différentes disciplines qui sont utilisées pour créer un jeu vidéo, elles sont extrêmement nombreuses. On touche aujourd'hui à de très nombreux défis différents. Et c'est un petit peu comme une recette où il faudrait maîtriser
chaque ingrédient, mais surtout leur agencement, pour un résultat qui serait plus grand que la somme des parties. Et si des ingrédients peuvent évidemment influencer une recette, on peut aussi se poser la question, est-ce que l'inverse est possible? Est-ce que une recette, comme le jeu vidéo, peut influencer ces différents ingrédients? Puis pour ça, je vais prendre l'exemple de l'intelligence artificielle. Si on vient à des définitions de base, le jeu, c'est quoi? Le jeu, c'est le développement des compétences. Si vous avez des enfants, vous savez qu'ils développent leurs compétences en alignant des formes et des couleurs, d'abord, puis après en apprenant la tactique, et aussi à socialiser au travers du jeu. Puis, l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est une définition qui est un petit peu plus compliquée, mais la moins pire que j'ai trouvée, c'est des systèmes artificiels, comme des ordinateurs, de prise de décision de qualité humaine. Et c'est compliqué de définir la qualité humaine, parce que c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Maintenant, si je regarde l'histoire de l'intelligence artificielle, et bien depuis les années 40, les experts et les chercheurs en intelligence artificielle ont utilisé le jeu pour mesurer l'efficacité de leur système de prise de décision. Quand on veut faire des prises de décision de qualité humaine, il est naturel de les comparer à un autre humain, et le jeu, ça devient un terrain naturel pour faire ça. On se souvient tous, il y a un peu plus de 20 ans, du match Deep Blue contre Kasparov. Plus récemment, des compagnies comme OpenAI ou DeepMind utilisent non seulement le jeu, mais par extension le jeu vidéo pour développer leur compréhension de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis 70 ans à peu près, le jeu sert de référence au développement de l'intelligence artificielle. Maintenant, si je regarde l'histoire du jeu vidéo, à gauche, vous avez des courses de voitures telles qu'on les faisait il y a 20 ans. Un circuit fermé, peu de voitures, et une ville qui est née là vraiment que comme décor du jeu. À peu près 20 ans plus tard, une course de voiture, ça se passe dans un monde ouvert, c'est-à-dire un monde dans lequel vous pouvez voyager, visiter, avoir énormément d'activités. Et puis cette ville-là, elle est vivante. Il y a un hélicoptère, il y a des gens qui doivent être là, qui ont une raison d'être dans la ville. Et puis évidemment, pour passer des courses de voitures comme on les faisait il y a 20 ans aux courses de voitures comme on les fait aujourd'hui, il a fallu développer énormément d'outils. Et parmi ces outils, de nombreux outils sont à base d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les nouveaux modes d'intelligence artificielle, qu'on appelle aussi l'apprentissage machine, ont besoin de matériaux pour évoluer. Et parmi ces matériaux-là, on en a plusieurs dans le jeu vidéo qu'on est capable d'offrir. On a d'abord des engins de jeu qui sont des moteurs qui permettent de simuler le monde réel. Ce sont des vrais simulateurs. On a fait la simulation de la Grèce antique, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Et puis on a aussi énormément de données. On a des données rares, très spécifiques, des données en animation, des données qui nous viennent de nos communautés. Et puis ça, c'est un ingrédient qui peut permettre d'accélérer le développement à la fois du jeu vidéo et de l'intelligence artificielle, pour peu qu'on s'y prenne bien. Comment est-ce qu'on fait pour se réinventer? Alors, je vais vous présenter, sans doute plusieurs d'entre vous êtes familiers avec ça, ce qu'on appelle l'innovation, la courbe en S de l'innovation. Qu'est-ce que c'est? Ça dit que quand vous avez le temps, puis le temps c'est aussi l'énergie, c'est aussi les investissements qui passent, et la qualité d'un produit, d'une technologie, d'une manière de faire, en d'autres termes d'une recette industrielle, mais aussi d'une recette académique. Vous avez établi votre recette. Au tout début, cette recette-là met du temps à décoller. Au bout d'un moment, la plupart des obstacles, on a réussi à passer au travers, on a réussi à résoudre la plupart des défis, et on tire le meilleur de cette recette, de ces manières de faire. Et puis au bout d'un moment, comme n'importe quelle recette, comme n'importe quelle technologie, ça atteint un plateau. L'innovation incrémentale, ça consiste à capitaliser sans cesse sur ce qu'on a fait. C'est rassurant. C'est la sécurité, et on a besoin de sécurité. C'est donc une innovation qui est prévisible et qui crée des structures organisées pour soutenir cette prévisibilité et d'être capable, année après année, de reproduire à peu près la même chose, à peu près les mêmes succès. Inversement,
L'innovation disruptive, qu'est-ce que c'est? L'innovation disruptive, c'est celle qui débarque et on ne l'avait pas vu venir. On parlait tout à l'heure des signaux faibles. Pensez par exemple qu'il y a 15 ans, on avait tous un téléphone Nokia. Vous vous souvenez des téléphones Nokia? Qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé qu'il y a un peu plus de 10 ans, l'iPhone a débarqué et a mis tout le monde d'accord sur ce que devait être un nouveau modèle de téléphone. Et ce jour-là, Nokia a quasiment cessé d'exister. Qu'est-ce que c'est l'innovation disruptive? C'est quand on a sa propre recette qui fonctionne bien, on sait faire des jeux, on sait demander des subventions, on sait construire des téléphones, et puis il y a quelque chose qui arrive qui permet à des nouveaux joueurs d'innover au-delà de ce qu'on sait faire et de rafler la mise. Et personne, je pense ici, n'a envie d'être le prochain Nokia ou le prochain BlackBerry. Et tout ça, ça nous oblige à nous poser la question entre qu'est-ce qui est mieux, la sécurité ou l'aventure? C'est un petit peu comme me poser la question, tu préfères ton père ou ta mère? C'est toujours un peu complexe. Et c'est ce qu'on appelle le dilemme de l'innovateur. Le dilemme de l'innovateur, c'est quoi? C'est vous êtes dans une structure où on reconnaît votre expertise, on reconnaît votre succès, votre recette fonctionne. Et puis vous devez choisir entre mettre vos énergies pour faire mieux ou mettre vos énergies pour faire moins bien. Et vous le savez. Mais il faut aussi reconnaître que nos systèmes ont une fin de vie, ont une date de péremption. Il faut le voir suffisamment tôt pour ça, pour éviter de finir dans le mur et d'être justement le prochain Nokia. On est incité à construire encore et encore sur cette recette gagnante, même si on sait qu'elle s'épuise. Est-ce qu'on doit vraiment choisir entre Aristote et Galilée? Non. Je pense qu'on peut s'inspirer des deux et qu'on peut observer le monde à la fois par leurs facettes, la facette de Galilée, rigueur, la facette d'Aristote, éthique. Est-ce que vous savez ce que c'est que ça? À gauche, c'est la manière dont l'industrie voit l'université traditionnellement. Des pelleteux de nuages. À droite, qu'est-ce que c'est? La manière dont le monde académique voit le monde industriel. Des banquiers qui ne visent que le profit. Est-ce qu'on peut changer ça? La réponse est non. Non, si on ne fait pas l'effort de nous mettre à risque, tous autant qu'on est, de montrer nos vulnérabilités. Et pour ça, il faut créer un espace qui le permette. Si je prends le chemin de l'innovation, c'est quelque chose qui part de la recherche théorique et qui va jusqu'au développement d'un produit. Et puis, si je prends une échelle d'amour, alors l'amour étant ce que vous voulez, ça peut être l'attention, la reconnaissance, l'argent, le milieu académique est pas mal à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un bon chercheur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est reconnu dans sa capacité à créer des connaissances, à écrire des publications de qualité et en grand nombre. Chez Ubisoft, on est connu par la qualité de nos produits. Et le problème, c'est qu'on a essayé historiquement de faire collaborer ces deux mondes, on s'est aperçu qu'on avait le gouffre des idées perdues au milieu. Qu'est-ce que c'est que le gouffre des idées perdues? C'est l'absence de vocabulaire commun, l'absence d'un réel objectif commun. Des grandes idées, tout le monde en a. Mais dès qu'on commence à devoir travailler ensemble, comme disait Rémi tout à l'heure, c'est le français et le mandarin. C'est pour ça qu'on a créé Ubisoft La Forge. Ubisoft La Forge, c'est quoi? C'est d'abord un endroit où des gens du milieu académique, des gens d'Ubisoft, travaillent ensemble sur des prototypes. Et ces prototypes peuvent et surtout doivent à la fois, oui, nous permettre de faire des meilleurs jeux, mais aussi créer de la connaissance, ouvrir de nouvelles portes, ouvrir de nouvelles perspectives. Et puis comme on travaille avec toutes les universités, on est neutre. On est la Suisse du milieu académique. Vous pouvez travailler avec nous et travailler avec d'autres profs en même temps et d'autres universités. Si je repense au modèle des disciplines, revenons à l'intelligence artificielle et la création de jeux. Quand on ne met que le respect des disciplines, on atteint seulement une juxtaposition.
Quand on rajoute de la coopération, on arrive à une instrumentation. L'instrumentation, c'est quoi? C'est passer une commande à une autre discipline. Quand on rajoute la confiance et la collaboration, on arrive à l'influence des disciplines. Et ce qu'on essaye de faire à Ubisoft La Forge, c'est d'utiliser la créativité qu'on a au Québec pour ajouter de la diversité, de la curiosité et aller vers une véritable connivence des disciplines. Rapidement, on a 3 axes de recherche et la slide est blanche pour vous réveiller. Tout d'abord, les mondes ouverts cohérents. Créer des jeux, c'est quelque chose qui est compliqué. Comment est-ce qu'on fait pour créer des simulations qui sont de plus en plus cohérentes, qui sont de plus en plus riches et intéressantes? L'assistance à la création. Comment est-ce qu'on fait pour que nos créateurs et nos artistes puissent aller à l'essentiel, ce qu'ils aiment faire? Et puis évidemment l'expérience du joueur. Comment on peut utiliser toutes ces connaissances-là pour fournir des expériences qui sont de plus en plus enrichissantes, de plus en plus intéressantes? Quelques chiffres. La Forge existe depuis 2016. On travaille aujourd'hui de manière régulière avec 7 universités au Québec. On a écrit 10 publications scientifiques en notre nom, c'est-à-dire des technologies d'Ubisoft, sur lesquelles des chercheurs de chez nous, qui sont tous, ou plusieurs d'entre eux sont par là-bas, et ces papiers-là ont été mis à disposition du public. On commence à montrer nos technologies et notre savoir-faire. Et puis on a 42 étudiants et chercheurs qui sont déjà passés par Ubisoft La Forge. Maintenant, quand dans une relation d'amour, on est tombé en amour, on a appris à vivre ensemble, on essaye de se réinventer, on se pose la question, et ensuite? Qu'est-ce qui peut se passer ensuite? Eh bien, il se passe des choses qu'on n'avait pas du tout anticipées. On s'est aperçu que, en faisant de la recherche sur toutes ces technologies, mais surtout en prenant des profils extrêmement différents pour venir discuter de tout ça avec nous, on a appris des choses sur nos métiers. Et quand je parle de nos métiers, je ne parle pas que des métiers du jeu vidéo. Je parle de tous les métiers techno-créatifs qui vont du programmeur, l'animateur, l'artiste. On a appris aussi que le jeu changeait énormément la manière dont nous consommons tous des services en ligne, dont nous avons besoin d'avoir une personnalisation, ce qu'on appelle la gamification des services. Puis on s'est aperçu que le jeu vidéo pouvait sortir aussi du jeu pour aller influencer la société. Puis j'ai pris quelques exemples. Quand je parle d'assistance à la création, on s'est aperçu que certaines technologies, par exemple, entraînaient une modification importante de tous les métiers techno-créatifs. On parle d'automatisation, on parle d'assistance à la création, on parle aussi des nouvelles questions éthiques que ça soulève. Formation des employés. Comment est-ce qu'on fait pour former des gens à des technologies qui ne sont pas encore stables? Pour des choses qui sont en train d'arriver, qui vont être matures dans 2 ou 3 ans. Comment on fait pour gérer des données? Utiliser les données des joueurs, utiliser les données issues du travail des employés. Comment on fait pour gérer le droit d'auteur quand on parle de création numérique créée par de l'intelligence artificielle ou assistée par de l'intelligence artificielle? Et puis surtout, on voit aujourd'hui des métiers qui sont vieux de 15 ans et qui sont en train de disparaître. Je vais vous donner un exemple. Le métier de tracker. Quand on fait de la capture de mouvement pour des animations, ça consiste à capturer le mouvement d'êtres humains avec un certain nombre de caméras. Et la première étape, ça consiste à prendre ces données-là pour les nettoyer. Vous avez à gauche ce qui sort directement de la machine. Puis vous voyez, c'est très distordu. À droite, vous voyez ce qu'un humain qui a suivi une formation technique est capable de faire. Et au milieu, c'est une méthode à base d'intelligence artificielle qu'on a développée chez Ubisoft, qu'on a présentée publiquement au SIGGRAPH l'an dernier, et puis qui laisse penser que le métier de tracker mocap, c'est quelque chose qui va, pour le moins, changer drastiquement. Maintenant, si vous êtes un animateur et qu'on vous demande de populer une ville, vous allez créer une foule qui évolue dans la ville qui marche. Puis assez rapidement, si vous regardez ces animations-là, vous pourrez constater que les gens sont comme sur des rails. Et puis ça, c'est pas très, très naturel quand on crée une foule. Mais ça, c'est notre recette à nous pour créer des Assassin's Creed.
Comment est-ce qu'on fait pour s'éloigner de cette recette-là? Et comment on fait pour laisser le contrôle à l'animateur, mais tout en lui donnant des outils puissants? On a utilisé des outils où on peut se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le comportement que peut avoir la foule, le chemin que doit suivre le personnage, et toutes les animations que vous voyez ici sont ensuite générées en temps réel. Donc on s'est aperçu, en travaillant sur ces technologies-là, que ce n'est pas juste un trip de geek, mais que nos métiers et que nos manières de les faire sont en train d'évoluer extrêmement rapidement. Quand on parle d'enrichir la vie des joueurs, évidemment, on va penser expérience personnalisée. On va penser à nos mondes, nos jeux, qui s'adaptent aux interactions et au style du joueur. On pense à tous les systèmes de recommandation. Mais on pense moins aux joueurs créateurs de contenu. En donnant des outils aux joueurs, des outils puissants et accessibles, peut-être qu'on peut faire du jeu un plus grand support éducatif et les intéresser à l'histoire, les intéresser à l'architecture, les intéresser à l'art. Un autre domaine, c'est celui des communautés en ligne, sujet sur lequel on a travaillé voilà à peu près un an. Étudier l'évolution des communautés après leur émergence, évaluer leur potentiel de toxicité, parce qu'évidemment, on veut que les jeux soient bienveillants et les communautés soient bienveillantes avec les joueurs. Et puis définir les actions et méthodologies, parce que ces communautés-là, elles se créent sur des forums. Quel est le contrôle qu'on peut avoir là-dessus? On a travaillé avec des chercheurs qui travaillent en sciences des communications et qui s'intéressent notamment à la cyber-intimidation qui se passe dans les écoles. Et en travaillant ensemble, on a appris énormément de choses des deux côtés. Et ça m'amène à parler du jeu dans le monde réel. Les technologies de jeu comme un laboratoire du monde. Aujourd'hui, le jeu vidéo va bien au-delà des joueurs. On peut utiliser des technologies du jeu dans des domaines comme le domaine médical, celui des transports. On peut utiliser le jeu pour expliquer, pour développer ou pour auditer des technologies comme l'intelligence artificielle. Par exemple, si des voitures autonomes ont été conçues en Californie, pour qu'elles roulent à Montréal avec nos cônes oranges et notre météo si particulière, on peut avoir envie de tester quelles vont être les réactions d'une voiture autonome. Puis un jeu vidéo, c'est l'idéal pour créer des scénarios où on pitch des piétons, on pitch d'autres voitures, on pitch une tempête de neige. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de réimplanter le même genre d'algorithme que vous trouvez dans les voitures autonomes de la vraie vie, en fait. Et puis on s'est aperçu que les engins de jeu permettent ça. Là, on a fait une reconstitution de San Francisco et on a demandé à une voiture de rouler extrêmement rapidement et de voir à quel point elle était fiable et sécuritaire. Alors, des exemples, on en a plein. Et puis, heureusement, je suis entouré d'une équipe de gens beaucoup plus intelligents que moi, qui sont tous là-bas, et qui ont préparé un certain nombre de démos. Alors, je voudrais remercier l'équipe, et notamment Quingy, Mathieu, Olivier, Maxime, Félix, Mike, Pierre, Marc-André et Vincent, qui a coordonné la création de toutes ces démos-là. Merci beaucoup.